Des applaudissements symboliques. C'est-à-dire des plaidoyers futurs, l'émergence à travers le président du club des lecteurs. Il a fait très bien discours. Donc, je vais laisser la parole. Je parle un peu le décor. Il y a le docteur Cissé qui est le conférencier principal et il y a le professeur Bois Ramsès qui est le modérateur. Donc, je vais laisser d'abord le micro au professeur Bois pour commencer la conférence proprement dite. Je vous remercie. Merci, monsieur le responsable du club des amis, comment vous appelez le club des lecteurs de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Madame et Monsieur, honorables invités, amis de la culture, nous en voit dans la salle, chers étudiants et chers étudiants également. Merci d'avoir répondu de façon massive à l'appel de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Merci à tous d'avoir fait le déplacement en ces périodes difficiles parce que l'université a quelques problèmes et donc je sais que la concentration n'est pas à son top niveau. Merci donc d'être venu prendre part à ce banquet intellectuel. Selon la note d'information que nous avons reçue de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Voilà 30 ans que c'est éteint, le professeur Cheikh Anta Diop. Notre combat pour l'affirmation de l'éminente dignité historique de l'Afrique continue d'exercer une influence considérable sur la pensée intellectuelle en Afrique au XXe siècle et au XXIe siècle. Et cette conférence débat sera l'occasion de revisiter la vie et la carrière de ce grand intellectuel, de remettre en débat les acquis et les points de controverse du œuvre capital pour la Renaissance africaine. Et cette conférence débat sera prononcée par le Dr Cissé Chikuna, on l'a dit tout à l'heure, il est maître assistant au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny. Il est auteur de nombreuses publications sur l'histoire des mouvements migratoires vers la Côte d'Ivoire, sur le Cheikh Anta Diop même, et sur l'expansion du Boula vers la côte entre le 15e et le 20e siècle, et sur l'islam en Afrique de l'Ouest, etc. Enfin, en effet, Dr Cissé a publié à titre individuel. Alors je vous rappelle qu'il m'a envoyé un CV de typage, donc je vais résumer, je vais dire l'essentiel, parce que c'est un CV très riche et très fourni. À titre individuel, il a publié Migration et mise en valeur de la basse Côte d'Ivoire 1920-1960. Cet ouvrage a pour sous-titre Les forçats ouest-africains dans les bagnes et Purméliens. Ça a été publié à Paris aux éditions d'Argentan en 2013. Il a contribué à plusieurs ouvrages. Je vais en citer 4 ou 5. D'abord, sous la direction de Moussa Ouli Bakenga et Pierre Claver Rien et Allier, il a contribué à ce ouvrage, la reconstitution de la Haute-Volta. Ce sont les actes du colloque international sur l'histoire du Burkina Faso à Ouagadougou en 2010. Ensuite, sur les directions de Pierre Kipré et de Gilbert Marie Akembo, aux éditions d'Argentan en 2011, il a contribué à cet ouvrage Conflits régionaux et indépendance nationale en Afrique de l'Ouest. Sur la direction de Paris Moussa, il a contribué à l'ouvrage Sources orales et histoire, mélange offert au professeur Ariel Dagri Diabaté aux éditions du CERAP en 2012. Et enfin, ce n'est qu'un résumé, sous les directions de Gilles Rodet et Moussa Sow, l'Afrique et laïcité, État, religion et pouvoir au sud du Sahara, à Bamako, édition Tombouctou et IRD en 2014. Il a publié plusieurs articles à l'université de Bamako, dans les revues de l'université de Bamako, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au journal du réseau français des instituts d'études avancées à Paris, à l'université fédérale de Fora au Brésil,
À Yaoundé, aux presses de l'Université catholique d'Afrique centrale, de Yaoundé, à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, aux États-Unis, dans les Cottage, et puis bien sûr dans les revues de l'Université Félix Houphouët-Boigny. En dehors de ces articles publiés, ces activités scientifiques l'ont amené à être. Il a été lauréat de l'Institut sur la gouvernance organisée par le Code SDA à Dakar en 2005. Il a été également post-doctorant de l'Agence universitaire de la francophonie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 2011. Il est chercheur invité à l'Institut d'études avancées de Nantes en juin 2013. Il a été invité au 22e Congrès international des sciences historiques en Chine, à Jinan. En juin 2015, ou plutôt depuis juin 2015, il est membre du comité international de l'UNESCO pour la rédaction du volume 9 de l'histoire générale de l'Afrique. Il a été invité de l'Académie du Royaume du Maroc en 2015, comme je vous le disais, sur un CV de 9-10 pages, et je ne fais que prendre les aspects, les points importants. Je vais m'arrêter là pour lui donner la parole, après surtout la projection de films et autres, pour nous dire ce que l'œuvre de Cheikh Anta Diop donc, il va nous dire, je vais donner la parole, pour nous dire ce que l'œuvre de Cheikh Anta Diop nous dit de la Renaissance africaine. Il avait été prévu une projection de film, mais je pense que pour des raisons techniques, la projection est annulée. Et donc, nous allons en même temps immédiatement la partie conférence débat. Voilà, brièvement présenté, M. Sissé China, maître assistant au département d'histoire de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Chers aînés, nous sommes au roi Thierry Ramsès. Je disais il n'y a pas longtemps qu'il y a deux personnages sur lesquels je peux faire des conférences les yeux fermés, même à minuit. Il s'agit de Cheikh Anta Diop et d'Ernesto Guevara de la Serre Antilucci. Mais j'avoue que cet après-midi, j'ai besoin de mon matin quand je vois autant de monde. Et j'avoue que c'est le tract cet après-midi. Mais je pense pouvoir avoir les moyens de suivre ce tract-là et de dire ce que j'ai envie de dire sur Cheikh Anta Diop. Mais je m'en voudrais de commencer mon propos sans au préalable remercier l'Institut français de Côte d'Ivoire qui m'a fait l'honneur de m'inviter pour parler de Cheikh Anta Diop et de la Renaissance africaine. La dernière fois où j'ai été dans cet institut, c'était en 1991. J'étais étudiant en 2-1 de droit au Coty. Et ce jour-là, c'était Axel Kamou qui était venu présenter son ouvrage, Le style d'Afrique, je faisais le développement. Il y avait une foule, c'est un mercredi, une foule énorme ici, si bien que le CCF à l'époque a dû programmer le lendemain un autre débat avec Axel Kamou. Je reviens plus de 20 ans après, cette fois en tant que conférencier, et j'avoue que c'est beaucoup d'émotion. J'aimerais aussi saluer le directeur du CCF, de l'IFC, dirigé par notre étudiant Afri Anissé. Et vous voir engagé comme ça, me rappelle aussi mes années de militants de la Renaissance africaine. J'ai parcouru beaucoup de lycées à Bamako et à Dakar pour porter la bonne nouvelle de la Renaissance africaine. Aujourd'hui, les tâches personnelles et familiales font qu'on n'a plus de temps. Mais voir les jeunes reprendre le flambeau de la lutte pour la Renaissance africaine, c'est intéressant de constater, et j'aimerais vraiment dire merci, un merci franc et sonore au directeur de l'IFC. Merci aussi à mon aîné, Ramsès Boatibé,
avec lesquels je partage beaucoup d'affinités, en tout cas sur le positionnement théorique des Africains par rapport aux problèmes du continent et surtout les voies et moyens de parvenir à la renaissance du continent africain. Et c'est là je trouve aussi la nécessité d'un ancrage territorial culturel, justement, pour permettre à ce continent qui a longtemps souffert depuis des siècles, j'allais dire, pour lui permettre en fin de compte de renaître de ses cendres tel le phénix. Ceci étant dit, j'ai choisi de parler de Cheikh Anta Diop et la renaissance africaine. Alors, comment est-ce que je vais articuler mon propos? D'abord, ça sera de présenter l'homme Cheikh Anta Diop qui est, le milieu de la vie naître, dans quel contexte il a grandi. Ensuite, je vais me présenter sur les points saillants de son œuvre et en fin de compte, on verra la fin de son parcours et surtout l'héritage qu'il laisse à la postérité. Cheikh Anta Diop, je l'ai rencontré en 1986. Rassurez-vous, je ne l'ai pas connu physiquement. J'étais élève en classe de 4e au lycée de Adaloa. J'ai mon oncle, père son nom, Ali Diara, qui chaque jour m'achetait fraternité matin. Et quand il finit de lire, je fais tout pour récupérer le journal. Et j'ai lu dans ce numéro, sous le titre des sept du savant sénégalais, Cheikh Anta Diop. C'était en 86. Quelques années après, je me trouve à Bamako. Et là, c'est le Sissoko, qui était un ami historien malien, le Cheikh Anta Diop, prononce une conférence sur le Cheikh Anta Diop. Il en parle avec tellement d'aisance qu'à la fin, je dis, mais comment est-ce possible qu'un tel homme ait existé et que la jeunesse africaine ne s'en est pas appropriée? Et c'était le début pour moi de la révolte, même de révolte intellectuelle. J'ai juré d'être comme lui, mais à l'arrivée, je suis avec Cheikh Anta Diop à la taille, si je faisais mettre 90. Voilà. Il était noir, très costaud, mais la compagnie s'arrête là. Par le talent de ce classe, j'ai dit à des amis que plus les grands comme le talent, je suis grand aussi parce que juste mes jambes sont comme c'est ça qui fait ma taille, mais en termes de talent, Cheikh Anta Diop est inégalable. Mais ce soir, ça serait un débat sans tabou sur un parcours sur eux. Et puis bon, on verra en quoi le Cheikh Anta Diop nous conduit à explorer des horizons cognitifs porteurs de sens pour l'Afrique et pour la renaissance du continent. Alors, Cheikh Anta Diop est né le 29 décembre 1923. C'est dans un petit village du Sénégal très reculé, dans la région des Gombe. C'est là-bas qu'il voit le jour en 1923. Son père s'appelle Massamba Diop et sa mère s'appelle Madame Diop. Alors, de 1927 à 1937, il fait toute formation coranique et classique. Il a son certificat primaire en 37 et il est orienté à Saint-Louis pour sa formation de lycéen. Et donc, de 38 à 45, il fait ses humanités. Et en juin 45, il obtient un bac option mathématiques. Et en octobre de la même année, il obtient un bac, cette fois option philosophie. Alors, il veut aller en France, mais le but qu'il s'assigne en allant en France, c'est de devenir ingénieur en aéronautique. Il arrive en France, les cours n'ont pas commencé. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Pour ne pas perdre l'année, il s'inscrit en philosophie en suivant les cours du professeur Gaston Bachelard, qui est connu un peu comme le père de la lecture épistémologique. Je dois dire que cette rencontre entre Cheikh Anta Diop et Gaston Bachelard va laisser sa vision de l'histoire de l'Afrique. Il suit les cours de Gaston Bachelard et il constate qu'il a accès à des sources. Il constate que la place de l'Afrique dans le monde n'est pas forcément l'idée qui a été véhiculée par le colonisateur français. Il découvre l'Égypte, l'histoire de l'Égypte des pharaons, et il en soit révolté. Mantel continue sa formation. En 1949, il a une licence de philosophie avec le professeur Gaston Bachelard. En 1950, il suit une formation, enfin, deux certificats de chimie générale et de chimie appliquée. Et en 1953, il s'inscrit avec une formation de physicien nucléaire avec Frédéric
et géologie. Entre ces diplômes-là, il s'inscrit une première fois en thèse en 1949 et son encadreur est le célèbre Gaston Bachelard. Et le titre de sa première thèse, c'est l'avenir de la pensée culturelle en Afrique. Malheureusement, le projet n'arrive pas à terme. En 1951, il s'inscrit encore en thèse, cette fois comme titre, qui étaient les anciens jésuitiens de la période dynastique. Et son encadreur est le célèbre anthropologue qui traverse le monde sur les Dogons du Mali, Marcel Criol. Cette thèse-là aussi n'avance pas. Et en 1955, il revient encore, cette fois, il s'inscrit une thèse encore, mais cette fois sur l'unité culturelle de l'Afrique. La thèse est prête, mais il n'y a pas de jury pour l'écouter. Ces mecs de la Sorbonne estiment qu'il est fou. Alors voir un Africain qui vient de la brousse sénégalaise et qui vient inquiéter des certitudes longtemps établies, qui bouscule l'esprit reçu sur l'Afrique, en plein contexte colonial, c'est impardonnable. Donc aucun jury ne se constitue pour l'écouter. Et cette thèse-là est publiée sous le titre Nation nègre et culture en 2 volumes. Et Aimé Césaire, qui a lu ce livre-là en une seule nuit, dit le lendemain, c'est le livre le plus audacieux que j'ai jamais lu de Gilles Césaire. Et il poursuit en disant, ce livre-là va compter dans le réveil de l'Afrique. Cette thèse-là, il n'y a pas de, comme je le disais, il n'y a pas de jury pour l'écouter. Et donc finalement, il revient en 1957, cette fois il propose un autre sujet, et cette fois, un jury se constitue pour l'écouter. Et le 9 janvier 1960, il fait sa thèse d'État en histoire à la Sorbonne, avec comme président du jury le célèbre André Aymar. Alors pendant 7 heures d'horloge, Cheikh Anta Diop expose ses vues, et le point d'ancrage justement de sa démarche réflexive, c'est de considérer justement que l'Égypte des pharaons est une civilisation négro-africaine. Et on me dira, mais pourquoi les capitales pour Cheikh Anta Diop? Ben justement, pour Cheikh Anta Diop, la renaissance africaine suppose l'émergence d'une conscience historique. Laquelle conscience historique peut pas être suspendue dans l'air, elle doit avoir justement un point de départ. Pour Cheikh Anta Diop, c'est l'Égypte des pharaons. Voilà pourquoi il est resté accroché à l'idée d'une Égypte, non pas sémito-arienne, mais négro-africaine. Cette thèse-là est sanctionnée par une mention honorable. À l'époque, la mention honorable équivaut à la mention passable, et une telle mention de faire les portes de l'enseignement supérieur, donc Cheikh Anta Diop au Sénégal, mais il ne peut pas enseigner à l'université de Dakar. On va le confier à l'IFAN, où il va créer son laboratoire de datation au carbone 14. Alors pendant 20 ans, il est reclus à l'IFAN, il fait ses recherches, et il est devenu célèbre, il voyage beaucoup, et en 1906, c'est l'UNESCO qui le contacte. Alors on a René Maillot, un Français, qui à l'époque était le directeur général de l'UNESCO, et qui dit à Cheikh Anta Diop, alors nous avons un projet d'écriture d'une histoire générale de l'Afrique. Et on voudrait que tu te consacres à la partie sur l'Égypte antique. Alors Cheikh Anta Diop dit à René Maillot, il n'y a pas de souci sur le principe, mais je voudrais poser 3 conditions qui, si elles sont remplies, m'amèneront à accepter de participer à cette aventure intellectuelle. Alors, il dit à Emmanuel, alors, traiter l'Égypte dans le cas d'une histoire générale de l'Afrique, ce n'est pas honnête, parce que le débat sur la place de l'Égypte n'a pas été tranché. Donc, première condition, il demande à l'UNESCO d'organiser un colloque sur
le déchiffrement de l'écriture mélodique, mais avec en bandoulière l'idée justement de se prononcer sur l'univers anthropologique et historique auquel appartiennent les anciens égyptiens. Deuxième condition de l'UNESCO, c'est de prévenir 2 ans en avance tous les spécialistes de la question pour que tout le monde soit averti, prenne ses dispositions, pour ne pas que dans 2 ans, on dise on ne savait pas ce qui se tramerait 2 ans plus tard. Et dernière condition qu'il pose, on demande à l'UNESCO de réaliser une photographie aérienne de l'Afrique pour qu'on sache sur quel continent se trouve l'Égypte. Alors, René Maillot accepte le principe, une photo aérienne de l'Égypte est réalisée, de l'Afrique est réalisée. De ce point de vue, il n'y a pas de question possible. L'Égypte est bel et bien située sur le continent africain. En 1972, l'UNESCO envoie des invitations à tous les spécialistes de la question, les psychologues, en disant dans 2 ans, il y aura un colloque au Caire. C'est ainsi que, du 28 janvier au 3 février 1974, le fameux colloque a lieu, et là il regroupe 27 participants. Il y a 20 spécialistes, 5 observateurs et 2 représentants de l'UNESCO. Alors, ils sont 18 histologues qui défendent l'idée d'une Égypte sémito-arienne et 2 qui défendent la terre d'une Égypte négro-africaine. Et les 2, c'est Cheikh Anta Diop et son disciple congolais Théophile Obenga. Les 18 qui défendent nos thèses, parmi les plus connus, nous avons Abdallah de l'université de Khartoum au Soudan. Nous avons Serge Soloron, un Français qui était à l'époque le meilleur spécialiste de la grammaire classique égyptienne. Il y a Jean Leclan et il y a Seif Seliberg de l'université d'Uppsala en Suède. Parmi les plus connus, voilà ce qu'on peut citer. Et le colloque commence sur un premier point d'achoppement. Le professeur Gamal de l'université de Khartoum dit que le mot Kemet ne veut pas dire noir. On parle de Kemet pour désigner le noir, mais dans l'écriture égyptienne, Kemet pour Gamal ne veut pas dire noir. Tout de plus, il reconnaît que Kemet veut dire noir, mais là il désigne le limon noir, la terre noire, en opposition au désert rouge. Alors, Diop réplique en disant même, si on ne s'entend pas déjà sur la nomenclature, le débat va être compliqué, parce que plus loin, les débats plus techniques auront lieu. Alors, donc, si on n'est pas d'accord déjà sur le sens du mot Kemet, moi je prends l'avion, je ne vais pas à Dakar. Alors, les débats sont tendus entre les deux. Abdallah pense que jamais Kemet veut dire noir, mais même si le problème c'est noir, mais en tout cas, ce n'est pas les habitants de l'Égypte, ça désigne le limon. Chaque habitant dit Kemet veut dire noir, et là, ils sont obligés d'avoir le cours à l'arbitrage de ces sonores. Alors, dans un premier temps, Sonoron ne veut pas se prononcer, alors il tourne autour du pot, mais chaque entend pose le préalable. Si on ne tranche pas la question de la situation de Kemet, le débat n'a pas lieu de continuer. Alors, après une tractation, Sonoron prend la parole et dit effectivement Kemet veut dire noir. Alors, Diop dit bon, le préalable est levé, on peut continuer le débat. Alors, pendant 3 jours, 4 jours, ils débattent et les arguments anthropologiques sont avancés par Cheikh Anta Diop, les arguments linguistiques sont aussi avancés. Il prend des mots du Wolof langue maternelle qu'il compare à l'égyptien ancien et il essaie d'établir des similitudes, des parenthèses génétiques entre les deux langues. Parce que nous savons, depuis Ferdinand de Saussure, que le seul moyen, enfin, le moyen le plus efficace de relier deux civilisations, c'est par la langue. Et Greenberg, un Américain, dit quelque part que lorsque vous avez des éléments qui concordent, des éléments de langue à 106%, c'est que ces deux civilisations-là sont parentées. Si c'est pas, Diop déduit finalement que l'Égypte est pharaon, c'est une civilisation négro-africaine. Alors, le rapport général du colloque est disponible. Il est rédigé par Jean Lévis, médiéviste français, mais qui a travaillé sur
l'Afrique médiévale. Et il dit dans ce rapport-là, je ramasse, que la minutieuse préparation de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga n'a pas eu en face la contrepartie souhaitée, et c'est bien qu'il s'en est suivi un déséquilibre dans les débats. Alors, Diop sort de cette bataille-là, olé, et la première retombée directe, justement, du bloc de guerre, c'est que l'UNESCO a décidé de traiter l'Égypte de Pharaon comme une civilisation négro-africaine, et c'est là dans le cadre de l'élaboration de l'Afrique. C'est la première retombée. Et il rentre à Dakar, et il disait comme ça à ses amis, il dit, j'aurais pu prouver au Caire que Dieu est noir. Personne ne pourrait contredire, parce que nous sommes d'accord que l'homme est né en Afrique la première fois, et si le fils peut ressembler au père, c'est que Dieu est noir. Il dit ça, j'aurais pu le prouver, personne ne pourrait le contredire. Le combat continue, et ce qui est paradoxal, c'est que dans son propre pays, il est marginalisé. Senghor, il y a un débat épique avec Senghor. Alors, Senghor pense que Cheikh Anta Diop n'a pas une maîtrise suffisante de la langue wolof. Alors, il passe à la télévision et il en parle. Et Diop réagit dans un article qui dit Senghor est dénigré à la télévision. Et puis il dit est-ce que le président peut dire au Sénégalais qu'il a une agrégation de grammaire qui l'autorise à enseigner au lycée, mais pas à l'université. Et il dit Senghor, vous avez le complexe de doctorat, que vous avez qualifié de peau d'âne, mais que vous n'avez pas. C'est fait des débats intenses. Il s'intéresse à la politique, mais là, c'est un échec. On connaît bien la fameuse dichotomie modérienne du savant au politique. Et ça ne lui réussit pas parce qu'il a pu passer du laboratoire au prétoire en gardant la bourse. Et ça n'a pas fonctionné. À Dakar, il n'a pas été compris. Et donc, il s'est replié dans son laboratoire et il a continué et ses travaux. Et donc, l'Égypte tient une place importante dans son rapport, je disais. Et il est dit quelque part, et c'est là qu'on comprend pourquoi est-ce que le sens pour lui du combat égyptien, il dit moi je suis allé à l'école, et l'on nous disait que nous étions des étrangers en Afrique. Nous n'habitions pas l'Afrique, nous sommes venus par l'Océanie. Nous étions des occupants noirs, comme le blanc est un occupant blanc, et alors c'est l'occupant le plus fort qui déracine l'autre. Que le vrai indigène de l'Afrique, c'était le pygmée, que le noir est venu avant-hier, le blanc est venu hier, et puis c'est tout. Voilà comment on nous enseignait l'histoire où, au-delà des 4 siècles, c'était la nuit noire. L'histoire africaine était suspendue en l'air. Il est évident que ce dogme, je ne pouvais l'assimiler. Mais ce qui m'intéressait dans ma démarche, c'est donc de prouver vraiment, par la documentation, de remonter le fil conducteur qui nous relie à nos ancêtres les plus lointains. C'est ça la base, justement, de la démarche de Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire que pour que la Renaissance africaine soit possible, il faut forcément l'articuler à l'existence d'une conscience historique. Et celle-ci ne naît pas ex nihilo. Il faut forcément un ancrage culturel, linguistique, et j'allais dire, spirituel, ce que vous voulez. Donc, pour Cheikh Anta Diop, c'est l'Égypte des pharaons, justement, qui permet de lire l'histoire de l'Afrique sans solution de continuité. C'est les pharaons égyptiens qui nous permettent justement d'établir le continent historique africain. Alors, pourquoi cette œuvre-là suscite tant de passion? Dans le contexte de l'époque, admettre que l'Égypte des pharaons est née, c'est ruiner les assises de l'idéologie raciste coloniale qui a justifié la colonisation par l'inaptitude des Africains justement à élaborer des univers de sens, à engendrer des cathédrales de pensée. Donc Diop, revenir à l'île des pharaons, justement, c'est remettre en cause le discours biologique sur l'Afrique. Alors, ce combat-là est mené, et ça lui permet de faire le tour du monde. Alors, il passe aux États-Unis, il est invité par le maire de l'époque, Andrew Yang, en 1975, pour une conférence. Et donc, désormais, chaque 4 avril est déclaré Cheikh Anta Diop Days à Atlanta, aux États-Unis.
Il fait une conférence en Guadeloupe, il en fait au Zaïre, actuel RDC, où il est porté en triomphe. Il fait une conférence à Niamey, et il doit aller à Londres pour une conférence. Malheureusement, la méthode n'était pas bonne. La conférence est annulée, elle est déplacée à Paris. Et là, j'ai rencontré Samba Coupe, qui a été celui qui l'a invité à cette conférence-là. Il dit, ils arrivent, il y a un historien irakien qui est venu en retard à la séance et qui s'en prend à Diop et à ses thèses. Alors lui n'était pas favorable à cette attitude impertinente de l'historien irakien et il réplique sèchement. Diop lui dit en Wolof, excuse-toi instantanément. Il dit non, c'est pour défendre, non, je n'ai pas besoin de ça. Excuse-toi pour les propos injurieux que tu as tenus à l'endroit de notre collègue irakien. Et il s'exécute. Et à la fin, à la pause café, Diop lui dit, écoute, il ne faut pas faire comme les autres. Non seulement nous les patrons sur le terrain scientifique, mais on va battre aussi sur le terrain de la morale. Parce qu'on ne répond pas à Dieu par l'injure. Alors, vous avez un homme de telle stature, mais qui est resté très correct, très courtois, jamais de certitude, jamais de dogme dans sa façon de concevoir l'histoire de l'humanité. Et ce qui est important avec Diop, je ne sais pas si je réponds sur le débat qui constate savoir s'il fallait faire la conférence ici. Alors je réponds que moi je suis heureux que ce débat ait lieu ici. C'est une victoire post-mortem de Cheikh Anta Diop, justement. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes là dans un cadre qui sacre justement la culture et la langue française. Que 30 ans après, une conférence sur Cheikh Anta Diop ait lieu dans cette enceinte, ça prouve très bien que son dernier ouvrage, Civilisation ou barbarie, qui postule de façon claire et nette la victoire de la civilisation sur la barbarie, ça prouve qu'aujourd'hui est née une pensée œcuménique au service de l'humanité tout entière. Et ils disent quelque part que, Diop dit quelque part que l'homme soit né en Afrique ne doit pas être une fierté africaine, aidé parce que l'homme doit être partout dans le monde. Donc c'est un peu du hasard que l'homme est né en Afrique. Et il dit donc, il faudrait considérer que toutes les conquêtes qui ont été faites l'ont été par l'espèce humaine. Le feu a été inventé par le Sinanthropus de Guinée-6. C'est le mot habilis, né en Afrique, qui fabrique le premier artefact qui lui permet de dépêcher la viande capturée à la chasse au temps préhistorique. L'invention de l'agriculture au moment de la révolution néolithique, pour Cheikh Anta Diop, toutes ces conquêtes-là sont des conquêtes non pas raciales, mais des conquêtes de l'espèce humaine tout entière. Et c'est en cela qui se démarque fondamentalement de la théorie nazie, où on a vu très dans l'histoire un peuple décidé de qui doit habiter la terre des hommes. Hannah Arendt nous le dit clairement, philosophe allemand. Elle dit, mais le troisième Reich hitlérien a décidé que les Juifs n'ont rien à faire sur la terre des hommes. C'est la première fois qu'un peuple sur la terre décide que le peuple n'a pas sa place sur la terre des hommes. Et quand Cheikh Anta Diop milite pour la renaissance africaine, pour l'appartenance de l'Égypte en Afrique, ça participe d'une posture théorique, intellectuelle, scientifique, mais en aucun cas ça ne relève d'une position raciste qui consiste à proclamer la supériorité de l'Africain sur les autres. Et il faut que cela soit compris. Donc que ce débat ait lieu ici est tout à fait normal, parce que nous sommes là pour célébrer la pensée, mais pour ne pas nous inscrire dans une démarche qui consiste à être accouté, à être tendu, à être réfractaire à tout vent qui vient dans notre position. Alors, comme ça, il faut comprendre son combat. Et ça me permet de revenir sur ce qu'on appelle l'afrocentricité. C'est un courant de pensée installé aux États-Unis qui fait dire à Diop ce qu'il n'a pas dit. On dit que Cheikh Anta Diop fait tout venir de l'Afrique, ce qu'on appelait encore en son temps l'hyper-diffusionnisme culturel de Cheikh Anta Diop, ce qui n'est pas vrai. Il n'a jamais considéré que l'Afrique a tout inventé. Il a juste dit qu'il fallait reconnaître à sa valeur les efforts produits par les Africains
pour participer aussi à l'éclosion de l'humanité. Et en cela, il va dire l'Égypte rénovée et bien comprise jouera le même rôle pour la Renaissance africaine que le rôle joué par la Grèce antique et Rome dans la Renaissance européenne au XVIe siècle. Et donc nous avons une démarche œcuménique. On n'a pas une logique binaire qui est en marche, qui consiste à dire nous sommes les plus forts, les plus beaux, nous avons tout inventé. Et il dit quelque part avec ses ouvrages, c'est quoi cette expression barbarie, je suis des mémoires, il dit l'Africain qui nous a compris est celui-là qui, après la lecture de nos ouvrages, aura senti naître en lui un autre homme animé d'une conscience historique, un Prométhée, un créateur parfaitement conscient de ce que la terre entière doit à son génie ancestral dans tous les domaines de la culture, de l'économie et de la religion. Et il ajoute en disant que le temps est venu, et il dit ceci, un optimiste africain atavique mais vigilant nous incline à penser que toutes les nations du monde se donnent la main pour bâtir une civilisation universelle plutôt que de sombrer dans la barbarie. Donc ça, c'est important à souligner dans la trajectoire intellectuelle de Cheikh Anta Diop. Alors, c'est une réponse claire et nette aux extrémismes, aux fanatismes qui sont en train de ruiner l'espèce humaine. On ne le dit pas assez, mais il y a une renaissance en Europe, parce qu'il y avait une présence musulmane en Espagne, en Andalousie, à Cordoue, à Almeria, à Grenade. Le lait gréco-latin a été transmis aux Européens du XVIe siècle par les penseurs musulmans. Ce n'est qu'au XIe siècle, lorsque les penseurs de l'islam décadent, comme Ibn Taymiyyah, Ibn Hanbal et l'imam Ghazali, ont décrété que désormais il n'est plus possible que le Coran soit commenté à l'aube de la falsafa, c'est-à-dire la philosophie grecque. À partir de là, la pensée musulmane a commencé à tomber en déclin. Une telle décision prise par les oulémas du XIIe siècle a fait dire à Emmanuel Kant que toute raison qui ne s'occupe pas se fanatise et donne lieu à la néogonie, c'est-à-dire le deuil de l'esprit. Et c'est le danger qui peut guetter la pensée de Diop si on l'installe dans la sacralisation, dans la modification. Et ça, il faut absolument l'éviter. Et c'est vrai qu'il est heureux de voir cet après-midi beaucoup d'étudiants qui ont répondu à l'appel. Et je pense qu'il faut prendre la chance là pour refaire à Côte d'Ivoire une plaque tournante de la pensée intellectuelle en Afrique. Alors, mais le Dieu n'a pas été que du succès. Il a connu aussi des échecs. Échecs politiques, je l'ai dit. Il a créé 3 partis politiques qui n'ont pas marché. En 1963, il a créé le bloc des masses sénégalaises. Ça n'a pas marché. Ensuite, il a créé le Front National sénégalais. Ça n'a pas marché. Et en 1981, il a créé le RND, le Rassemblement National Démocratique. Ça n'a pas marché. Et en 1981, il a créé le RND, le Rassemblement National Démocratique. Et ce parti-là dit toujours, mais n'arrive pas à avoir une position intéressante dans le marigot politique sénégalais. Alors, je l'ai dit tantôt, autre échec, c'est qu'il n'a pas su transmettre, il n'a pas pu transmettre l'héritage aux jeunes générations. Pourquoi? Il était exclu de l'université, il était à l'IFAN, payé à 80 000 francs CFA par mois. Pendant 20 ans, il est resté assistant. Là où ceux qu'il a formés sont passés en temps profs titulaires, ce sont ceux-là chez moi qui ont été révoltés parce qu'ils ont dit, mais écoutez, Cheikh Anta Diop est notre maître à nous, il est toujours assistant. C'est pas normal. On fait son dossier pour le CAMES, il n'est pas demandeur, et on va demander pour lui le grade de prof titulaire. Et c'est accordé par le CAMES, et en 1981, Abdou Diouf, qui remplace Senghor, prend une décision, un décret, qui fait de lui un prof associé à l'Université de Dakar. Et à l'époque, le plus au Sénégal, les gens ont dit au Sénégal que Abdou Diouf a remis 100 millions à Cheikh Anta Diop pour le corrompre, pour un peu
de soulager les préjudices subis dans sa carrière. Cheikh Anta Diop convoque une conférence de presse. Alors, sur notre pic, les gens, plus que ça, marchent tranquillement dans les rues. Mais lui, homme d'honneur, convoque la presse sénégalaise et internationale. Et il commence comme ça en disant, j'ai ouï dire ici au Sénégal que Abdou Diouf, notre président, m'a accordé 100 millions au titre de dommages subis dans ma carrière. Il dit, je m'inscris en faux contre cette assertion. Il dit, je suis Cheikh Anta Diop. Ils sont nombreux dans le monde qui veulent financer mes travaux de recherche. Mais je suis sénégalais. Je préfère l'enfer à Dakar à un exil doré. Je n'ai reçu un franc de qui que ce soit. Ceux qui le disent peuvent se rendre au ministère des Finances sénégalais et se renseigner. Il dit à mes enfants, je ne vais pas léguer de villa, de compte bancaire, de voiture. À mes enfants, je léguerai l'éducation. Son fils aîné, Cheikh Mbacké Diop, que j'ai la chance de rencontrer à Dakar 96, aujourd'hui physicien nucléaire installé à Paris, à Dives-sur-Yvette. Le deuxième, Jomo Kenyatta Diop, fait ses propres affaires en France. Le troisième, Samori Kandaf Diop, aussi physicien nucléaire installé en France. Et le cadet, Massamba Sassoum Diop, est lui installé au Sénégal, les médecins urgentistes. Donc, à mes enfants, j'ai légué l'éducation, mais pas de biens matériels. Et l'autre argument qui tombe le coup à une posture raciste de Cheikh Anta Diop, c'est son mariage. Il a épousé une Française du nom de Louise Marie Maes, une brillante géographe qui est décédée l'année dernière à son nom. Et tout ça pour dire que l'homme était étranger à tout formalisme clanique, ethnique, raciste. Il se voulait simplement un citoyen du monde, ni plus ni moins que ça. Et il me souvient qu'en 1984, il est arrivé à Abidjan. Il a été interviewé par Ivoire Dimanche de l'époque. Et on lui pose la question en disant, mais chercheur, homme politique, savant, histologue, finalement vous êtes qui? Je suis Cheikh Anta Diop, simple Sénégalais, simple Africain. Je suis votre camarade. Alors, une telle posture est une leçon pour nous autres qui commençons une carrière universitaire. Parce que cette posture de simplicité et de modestie a contribué aussi à asseoir son image des grands africains. Et j'ai rencontré en 1998 son médecin personnel à Dakar qui me disait qu'il est allé une fois au ministère sénégalais de l'enseignement supérieur et il a trouvé au queue, il a trouvé, comment ça s'appelle, à la queue de la foule, Cheikh Anta Diop. Il arrive et dit, mais monsieur Diop, vous n'avez qu'à être là et le ministre va vous recevoir. Il dit non, j'attends mon tour. Alors Diop insiste, il dit, monsieur Diop, cher ami, j'attends mon tour. Ceux qui attendent avant moi ne sont pas moins méritants que moi, ils sont sénégalais, je n'ai pas de privilège par rapport à eux. Donc j'attends mon tour de rentrer dans le bureau du ministre. On sait bien ce qui se passe sur notre pic. Nous sommes d'abord un contact avec quelqu'un, c'est terminé. On dit on passe devant tout le monde et puis on se fait servir en premier. Et donc, Cheikh Anta Diop, c'est un combat intellectuel, mais c'est surtout aussi une éthique de la responsabilité. C'est une morale, c'est une démarche cognitive, mais qui n'a pas oblitéré, justement, dans sa mise en route, la dimension morale. Ce que Emmanuel Kant appelle encore, et Hegel plutôt appelle encore le ben agir. Être dans une société, pouvoir concilier la posture théorique à la posture morale, d'éthique, et ça, il faut le réaliser. Et je pense que Cheikh Anta Diop aussi, dans son cas, enfin, dans le cas qui nous occupe, a pu le réaliser. Donc, voilà de façon, j'allais dire, substantielle, ce qu'il a retenu de son œuvre. J'ai pas eu sous silence d'autres aspects pour que le débat puisse s'instaurer. Sur l'origine de l'homme, il y a beaucoup à dire par rapport à ce que Diop a produit. Sur ses contestataires, il y a beaucoup à dire, comme Alain Froment, François Fauvel, qu'on a failli lyncher nous autres.
en 96 à Dakar, parce qu'il a osé critiquer Cheikh Anta Diop, François Fauvel Aïma en 96. On a passé aussi à Matiarité, un Sénégalais, aussi qui est très polémiste par rapport à Diop. Donc ça, on pourra dans les débats en parler. Mais je vais m'arrêter là pour que le débat puisse s'instruire. Mais non sans rappeler que c'est à Yaoundé, le 8 janvier 1986, qu'il a prononcé sa dernière conférence sur le titre La Libye, l'Égypte et l'Afrique noire. Sa dernière conférence. Et puis une crise cardiaque à l'issue de la conférence. C'est la première attaque qu'il a subie. En 1986, le 7 février, il est chez lui à la maison. Et puis, bon, vers 14 h, nouvelle attaque cardiaque, il décède à l'âge de 63 ans. Alors, donc, voilà une vie pleinement menée, avec ses hauts et ses déboires. Mais ce qu'il faut retenir de mon point de vue, c'est que son œuvre nous invite justement, nous autres Africains, à explorer d'autres horizons positifs porteurs de sens. Je crois que c'est vraiment ça le message qu'il a voulu nous laisser. Et donc, surtout, ne pas le sacraliser, ne pas le momifier, mais remettre toujours en débat, en perspective, son œuvre. Monsieur le Président, apparemment j'ai débordé mon temps de parole. Je voudrais m'en excuser. Voilà ce que j'avais à dire à l'assistance pour un début. Et ensuite, sur les questions, je pourrais réagir. Je vous remercie. Merci, docteur Cissé Chikouna. Bon, je ne vais pas rendre le charme de cette belle intervention en faisant un résumé. Nous avons tous entendu, nous avons pris note et nous avons passé à la deuxième phase. C'était une conférence débat. Donc l'aspect débat va maintenant commencer. Alors, la méthodologie, je vous liste 5 personnes, vous posez vos questions, et ainsi de suite. C'est une méthodologie classique, elle n'est pas originale. Alors, oui, vous levez le doigt, il y a le micro qui est là. Excusez-moi, je vais prendre d'abord la liste. Les noms. Les noms. Moi, je suis Aouzi. Aouzi. Donc, vous donnez votre nom, c'est vrai. Non, votre nom. Dans le micro, oui, votre nom. Monsieur Ossalom Serge. Ossalom Serge. Apparemment, cette volonté est plus animée. Monsieur Fonigué Siloué, membre du club panafricain de l'Esprit. Fonigué Siloué, ok. 4 personnes. Traoré Sekou. Traoré Sekou. De toute façon, il y aura plus de liste. Monsieur Cambiré Marcel. Monsieur Cambiré. Cambiré Marcel. Bon, c'est fini, c'est tout. Cambiré, c'est la première liste. Alors, je vous donne les noms, M. Aouzi, M. Kossoumoussé, M. Fonigué Siloué, M. Traoré et M. Cambiré. Oui, allez-y. Monsieur le Président, je vous remercie. Donc, je suis Eric Aouzi, professeur de master éthique et gouvernance, FERA. Comme vous avez parlé du FERA, je suis professeur de FERA, et j'enseigne l'économie politique. Alors, je vais essayer, par rapport à ce brillant exposé sur Cheikh Anta Diop, trop méconnu pour moi, et qui gagne à être connu, je vais essayer de vous poser 3 questions. Monsieur le conférencier, l'Afrique, après ses brillants débuts, décrits par Cheikh Anta Diop, est aujourd'hui un continent miné par le sous-développement. Et il y a 2 thèses s'agissant du sous-développement. L'Afrique est sous-développée parce qu'elle est en retard par rapport aux pays développés. Donc, elle va rattraper son retard. Il y a une autre thèse qui dit non, l'Afrique est sous-développée parce qu'elle a été exploitée honteusement par les nations européennes qui, elles, sont aujourd'hui développées. Alors, la question que je me pose, c'est que tous les spécialistes africains mettent en exergue le fait que si, malgré ces brillants débuts
en termes de civilisation, décrite par Cheikh Anta Diop, elle est dans la situation où elle est aujourd'hui, si elle a raté le coche du développement, c'est à cause de l'esclavage et de la colonisation. Donc, que pensez-vous, vous-même, qui avez longtemps étudié la question, la pensée de Cheikh Anta Diop de cette assertion? L'Afrique bloquée dans son développement à cause de l'esclavage et de la colonisation. C'est la première question. La deuxième question, vous êtes historien, moi je suis économiste. Alors j'aimerais bien qu'un jour, on écrive un ouvrage sur la pensée économique de Cheikh Anta Diop. Et pensez-vous que cet ouvrage verra le jour sur la pensée économique de Cheikh Anta Diop et sur les thèses en matière d'émergence de l'Afrique de ce brillant penseur? Dernière question. Cheikh Anta Diop résonne pour moi en termes d'Africains noirs. Je serais même tenté de dire en termes d'Africains, dans une logique africaine. Donc, tout au long de notre exposé, je pense qu'il y a sous-jacent à la pensée de ce brillant intellectuel une vision panafricaniste. Quelle est-elle pour vous? Ok, merci. Excusez-moi. Alors, nous allons prendre l'ensemble de ces questions, puis le conférencier en fera la synthèse. Merci à monsieur le conférencier, merci au professeur Lantois Access. Je voudrais demander au docteur Cissé de nous clarifier les positions de Cheikh Anta Diop sur l'évolution biologique de l'humanité. C'est important. Parce que quand on suit Cheikh Anta Diop, on le suit après parce qu'on le traite de païen et de athée. Qu'est-ce que Cheikh Anta Diop dit principalement? Que l'homme blanc est le fruit d'une dépigmentation de l'homme noir sur un long processus sur au moins 18 000 ans et qui aboutit à la naissance de l'homme blanc. Que disent les religions vénéniques? Que disent les textes saints? Donc à ce niveau, Cheikh Anta Diop a une rupture déjà avec la pensée unique et même avec nos croyances. Également au niveau des cultes traditionnels, des initiations. Cheikh Anta Diop allait-il à la mosquée comme ça? Était-il vraiment croyant à l'église? Je ne pense pas. Cheikh Anta Diop était très rationnel et à ce niveau, il a toujours travaillé pour la réhabilitation des rites, des croyances africaines aussi comme moteur de renaissance culturelle. Voilà des aspects un peu délicats qui doivent être abordés sur ces questions d'origine. Parce que là, voilà, qu'est-ce que pensent les gens? Merci. Merci, M. Foulier Sylvain. Merci. Merci beaucoup, monsieur le conférencier, pour ce brillant exposé. Je pense que je voudrais que vous puissiez nous éclairer un peu sur la place de la spiritualité dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop, parce que le travail de Cheikh Anta Diop a consisté véritablement à œuvrer pour la renaissance africaine. Dans un premier temps, il a montré que les Africains ont été capables de bâtir une civilisation glorieuse et que nous sommes passés par un tournoi. Et c'est même ce tournoi qui a toujours des répercussions sur nous. Et nous connaissons aujourd'hui les différents points d'achoppement de la dégradation de cette civilisation glorieuse. Et pour nous, il est important de soulever la question de la spiritualité. C'est une question qui fâche, mais nous connaissons à partir des documents et des faits historiques le rôle qu'a joué un certain nombre de religions dans la dégradation de cette civilisation. Merci. Traoré. Ok, merci beaucoup. Ma question est relative à la reconnaissance de l'histoire de l'Afrique mondialement. Est-ce qu'on peut se dire que le combat qu'a mené Cheikh Anta Diop est à la mesure de nos espérances? Parce que l'histoire de l'Afrique, comme piétine encore, elle a du mal à être reconnue par certaines personnes, puisque on entendait par exemple l'ancien président français Nicolas Sarkozy dire à Dakar le 26 janvier 2007 que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Est-ce que cela équivaut à dire que l'histoire de l'Afrique n'est pas encore reconnue mondialement? Enfin, M. Kandiri. Merci au docteur Cissé
sa première intervention. Ma question c'est de savoir, chaque année, c'était malheureusement en 1986. Et puis, bon, on sait qu'au début des années 90, avec la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, il y a une nouvelle renaissance africaine qui est l'œuvre de ces présidents, Thabo Mbeki et Odu. Alors, quel lien le docteur fait entre cette renaissance du chef Anta Diop et la renaissance à partir des années 90? Merci. Merci pour vos différentes contributions, interventions et questions. Le collègue Eric Kaouzi a posé une question essentielle relativement aux deux thèses qui s'affrontent, justement en rapport avec l'état de l'Afrique. Alors, on appelle ça en histoire la dynamique atlantique, et qui fait qu'on regarde vers la mer en opposition à la dynamique endogène, et qui voudrait trouver les réponses clés du l'État africain en notre sein. C'est-à-dire que cette logique binaire n'est pas heuristique en réalité. Parce que pour expliquer ce genre de situation, il faut arriver à coupler plusieurs facteurs. Les deux thèses, évidemment, se tiennent. En fait, je veux dire que les deux thèses peuvent se défendre. Mais considérer que l'Afrique en état de façon ontologique est une insulte justement à ce continent, c'est pas vrai. Le faire exister, la force du faire exister dans l'état de découvre entre le Sénégal actuel et la Mauritanie, et on savait très bien que dans la ville du Mali, il y avait des forces justement tenues par les forces encantées. Donc la technicité n'a pas toujours été absente en Afrique. Mais ce qui est plausible et qui peut s'expliquer par les faits historiques, c'est que ce continent a subi des agressions extérieures et internes qui expliquent sa posture actuelle. Et ces agressions connues, la traite négrière n'en déplaise à plus de culture qui essaie d'améliorer la portée démographique, la traite négrière est une structure violente dans l'histoire de l'Afrique. Et la traite négrière explique aussi pourquoi ce continent a encore du mal à s'en sortir. Je vais plus loin. Au XIIIe siècle, nous avons la fameuse bataille de Krina. On l'a tous lu à l'école primaire. Je dis à mes étudiants que 8 siècles après, il nous faut relire la bataille de Krina. Et pourquoi? Parce que les deux Mandinka qui sont en conflit, Soundiata Keïta et Soumakou Kandé, sont tous les deux de la socratie terrienne du Mandé. Mais vous avez Keïta Soundiata qui est le porte-flambeau des commerçants, Mandinka, les fameux Djoula. Et vous avez Kandé Soumakou qui est le technicien du fer. Alors la bataille du Tour, à l'avantage de Soundiata Keïta, me semble-t-il, n'est pas une bonne nouvelle pour l'Afrique. Parce qu'elle sac cette victoire-là, la prépondérance du commerce sur la technicité. En perdant Kandé, on a perdu un technicien du fer. Or, un pays se développe par l'industrialisation. Alors, les avantages de ça avec Keïta ne sont pas d'accord. Ils disent, mais proposez notre lecture. Mais pour moi, déjà, on peut aller à ça. Deuxième lecture, c'est la colonisation européenne. Et Diop dit que la colonisation procède d'abord par tuer le colonisé du point de vue culturel. On t'amène, on te ravale à ta plus simple expression, qui fait comprendre que c'est absolument rien. Une fois que cela a été assimilé comme un dogme, tu n'es plus capable de révolte, de renaissance. Et c'est ce qui s'est passé sur le continent. Mais là encore, il faut la diviser. Parce que parler comme ça, c'est considérer que les Africains ont toujours été absents des processus historiques qui ont participé à formater leur devenir.
Donc, je suis d'accord, enfin, je dis aux collègues aussi, que du point de vue de l'histoire, effectivement, il y a des ruptures violentes qui expliquent pourquoi nous sommes encore en retard. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aujourd'hui sur le continent africain des satrapes nationaux qui, en coalition avec le capital financier international, continuent de piller le continent africain. Ça, ce n'est pas seulement la stabilité des Européens, ça veut dire aussi que les Africains aussi contribuent à couvrir le continent. Donc, ce sont des facteurs qu'il faut plutôt mettre en rapport pour expliquer pourquoi 8 siècles après, nous sommes toujours en train de chercher nos marques. Et on voit bien ce qui s'est passé avec la Sénégambie au Sénégal, entre le 17e et le 19e siècle. On a vu comment les fameux chez nous, ces guerriers violents, ont mis à sac justement cet espace-là. Même la révolution maraboutique, conduite par Nasruddin, en 1778, a un temps soit permis de mort, justement, à l'émergence de la caste violente des Tieno, mais après, ils ont le but du pas de la bête. On a le cas aussi à Sékou, Mali, l'État Bama et Sékou. Les deux États Bama, ceux de Sékou avec Bolo Diara et Bidon Koubali, aussi les fameux tondions de cet empire-là, ont aussi mis à sac l'espace nigérien entre le 10e et le 19e siècle. Et on a tout près de nous ce qui s'est passé avec Sapouri, au nord de la Côte d'Ivoire, mais pas seulement dans le Biankala, au sud du Mali. On a aussi Thiéba, à Sigasso, qui a été aussi un grand esclavagiste. On a Tipotip, à Zanzibar, qui est aussi à passé à la tête négrière. Et les États d'Oyo et Tifé, au Nigeria, sont tombés en déclin dès lors que la traite négrière a été abolie. Ça veut dire que nous aussi, nous avons tiré profit de la traite négrière, même si je reconnais, en tant qu'historien, que le fait même de la genèse et la massification du processus négrier doit faire plus honte à l'Europe en situation de conquête qu'aux Africains. Parce qu'imaginez qu'un continent qui se réclame des lumières, un peu comme la France, se réclame des lumières, qui est capable de mettre aussi en esclavage des individus, ça veut dire que nous avons la primauté du capital sur l'humain. Mais encore qu'il a fallu que des gens participent justement à cette campagne-là, et ça a été nos propres, en fait, des États africains qui à l'époque avaient intérêt à ce que la traite négrière puisse construire. Et donc je pense que là, il faut plutôt voir des facteurs qui se combinent, qui se conjuguent pour donner réponse à toutes les questions. Maintenant, un ouvrage sur sa pensée, lui-même il a écrit un ouvrage chez Kandadjo. Ça a été publié, je peux vous le remettre pour lecture. L'ouvrage s'appelle Les fondements politiques, économiques, industriels et culturels d'un État fédéral en Afrique. C'est très court, 54 pages, mais très dense, où il expose sa vision. Et c'est dans ce livre-là qu'il dit, dans ce ouvrage-là, il dit, moi chez Kandadjo, je peux fabriquer la bombe atomique si l'Afrique est d'accord. Il dit, je connais la formule de la bombe atomique, même sous un hangar, je peux la fabriquer. Pourvu que les Africains soient d'accord et je la mets en route. Et dernière question, dans quelle mesure il est panafricain? Mais regardez les noms de ses enfants. On peut dire que Cheikh Mbacké Diop est d'extraction sénégalaise comme nom, mais Jomo Kenyatta Diop, au Kenya, comme nom un de ses enfants, Samori Diop à la Suisse, ça prouve que déjà par les actes, c'est plus panafricain. Mais pas seulement ça. Dans ce même ouvrage de décidé, il dit il est temps de faire basculer l'Afrique sur la pente de son destin fédéral. En 1972, il était à Dakar à la mise en place de l'association des historiens africains. Il était au rendez-vous de 1975 à Yaoundé et j'ai rencontré Eddie Zerbo à Bamako qui me disait que Cheikh Anta, quand on le voyait au revenu international, il était toujours en boubou africain pour montrer son africanité. Et là, il y a un bémol à cette posture d'africanisme-là, et c'est qu'il a toujours différencié l'Afrique au sud du Sahara et l'Afrique au nord du Sahara. Comme si l'Égypte, du point de vue de la planète, comme si les États n'étaient pas, comme si les États comme la Libye n'étaient pas, ça c'est subconscient, hein, qui peut l'expliquer. Alors, maintenant, posons-nous les demandes de sur la question de l'hominisation dans son œuvre. Pour chaque cas, c'est clair. Il dit que l'homme est né en Afrique. Et il dit que cet homme-là a peuplé l'Europe et l'Asie par deux canaux. Le détroit
de Bering pour peupler l'Asie et le détroit de Gibraltar pour peupler l'Europe. Et pour Diop, l'Homo robustus, l'Homo gracie n'ont pas eu un potentiel d'expansion suffisant pour sortir de l'Afrique. Mais en revanche, l'homme du Néandertal, lui, il a vécu plus longtemps, et donc c'est lui qui sort du continent africain. Et dans sa variante Homo sapiens sapiens, et c'est lui qui peuple l'Europe et l'Asie. Mais on dit dans ce cas, explique-nous pourquoi nous avons des réponses différentes. Il dit, mais c'est simple. Et là, il s'appuie sur la théorie des blogueurs. Allemand. Blogueur dit que tout animal à sang chaud, vivant sous un climat tropical humide, doit avoir la peau nécessairement pigmentée pour résister aux agressions des flux ultraviolets. Donc, l'homme naît en Afrique dans un climat chaud. Pour résister aux agressions des flux ultraviolets, il fallait une couche supplémentaire qu'on appelle la mélanine. L'épiderme. Donc, la couleur noire de ma peau me permet de résister mieux aux agressions des flux ultraviolets. Et il dit, mais quand cet homme-là sort de l'Afrique, les conditions climatiques ayant changé, la peau a fini par se lessiver. Cet homme arrive en Europe et en Asie au temps des grandes glaciations. Donc, changement climatique, qui explique donc pourquoi la peau aussi a fini par se lessiver. On lui dit non, la vraie raison, c'est que l'humanité, chaque continent a eu son ancêtre. Donc nous avons deux théories qui s'affrontent. La théorie dite du candélabre, qui voudrait que chaque continent ait eu son ancêtre. L'homme du Néandertal pour les Africains, l'homme de Grimaldi pour l'Europe, et le Sinanthrope de Guinéensis pour les Asiatiques. Chef dit non, c'est plutôt la théorie de l'arche de Noé qui prévaut. Humanité unique en Afrique, cradle of humanity, c'est l'Afrique, et cet homme-là a fini par migrer. Voilà comment est-ce qu'il explique l'hominisation, l'évolution de l'homme. Hein? Ça, c'est de la paléontologie historique, dans laquelle il a beaucoup excellé. Et donc, pour lui, c'est comme ça qu'on peut expliquer pourquoi l'homme est né en Afrique. Et tout récemment, il y a un anthropologue, un historien français, qui a écrit un livre, nous sommes tous des Africains. Nous sommes tous des Noirs au départ. Le livre est sorti il n'y a pas longtemps. Et là-dedans, il dit clairement que on vient tous de l'Afrique. Et c'est après que on a migré par-ci par-là. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important à dire, et qui bat en brèche l'idée que les Africains ne sont pas des techniciens avérés, c'est que la première fois dans l'histoire de l'humanité où un individu met en mouvement sa réflexion, c'est en Afrique, avec le mot habilis. C'est lui qui invente le premier artefact qui est un outil, qui est une biface qui est produite et qui lui permet justement de découper, de débaisser la viande capturée à la chasse à l'époque. Et pour Diop, c'est ce qui est important à souligner dans cette question de l'humanité. Bon, c'est un débat qui est très long. Voilà, il y a le gouvernement de Touma et Canessis, tout récemment au Tchad. C'est pourquoi on parle de personnes en fait. Chaque continent son ancêtre, mais au fond, aujourd'hui, tout le monde convainc que le continent africain est le continent qui a vu naître la première fois de l'homme. Maintenant, on dira, mais tout ça fait rapport aujourd'hui, nous sommes à l'état. C'est pas une question qui me paraît pertinente. Ce qui est important pour Dieu, que l'homme soit né en Afrique, non, est un détail de l'histoire. C'est un pur hasard. Alors, celui qui découvre le feu, le Sinanthrope de Guinéensis, a aussi une conquête qui doit être comptabilisée dans la conquête globale de l'humanité. Maintenant, sur la question de sa... Est-ce qu'il pas dans la mosquée? La religion éthiopienne. Alors, ma question me fait sourire, pourquoi? Parce que quand j'étais militant, dans mes années d'étudiant, chacun de nous avait un nom de baptême, militant de l'Est africain. Nous avions Osiris Issou Sabatoko, un Burkinabé, que vous connaissez. J'ai décédé puis à son nom. Lui, il s'appelait Osiris.
Et vous avez un autre qui s'appelait Aménophis Ier, qui s'est Kadraoui. Et vous avez Ablaye Diallo, qui s'appelle Namé Benes. Et on a une demoiselle qu'on appelait à l'époque Isis, hein, la femme d'Osiris. Et moi, ils m'ont dit, mais Cheikh, toi, quel est ton nom pharaonique? J'ai dit, ça n'est pas. Alors, il dit, bon, tu donnes un nom alors. Il dit, mais lequel? Autant on va t'appeler Cheikh Anta Diop Junior. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Après, ils disent, mais il y a un mort. C'est que lui, il ne priait pas, il n'y a pas la mosquée. Là, c'est pas la mosquée. Alors, mais c'est incompatible. Alors, parce que pour eux, et eux tous ne priaient pas du tout. Parce que pour eux, Diop a pris en vue les religions traditionnelles, les religions importées comme l'église catholique et la mosquée. Et en fait, ce moment-là, ces deux croyances-là ont sabordé, ont sapé, si vous voulez, les assises d'un univers d'essence sur le continent africain. Donc pour eux, l'islam, autant que l'église catholique, sont à la base de malheur du continent africain. Et ils ne comprennent pas que moi, touriste, pas dans la mosquée. Mais je vais le dire, tout est une question d'éducation. J'ai été élevé comme musulman par mes parents. Je suis musulman pratiquant. Et ça ne me changera pas. Mais déplaise à Dieu, je suis bien son évolution, sa pensée, etc. Mais j'ai aussi des fondements identitaires auxquels je ne veux pas déroger, en tout cas les sitôt. Alors, rapport à la mosquée, rapport lâche, ambigu. J'étais à Dakar, j'ai posé la question, mais est-ce qu'il est là? Parce qu'on m'a dit non. C'était pas un problème. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il a appris le Coran. Ce matin, moi, je lisais l'interview du roi dimanche de 84 avant de venir à la conférence. Il disait, j'ai reçu une éducation religieuse dure, rigoureuse. Et ça m'a servi plus tard. Alors, mais quand on pose la question, ces détracteurs disent non. Vous ne priez pas. D'autres disent, bon, ils sont un peu plus gênés. Ils disent, bon, on n'est pas dans la chambre, c'est pas très bien. Mais il n'était pas connu pour être ce musulman-là, pratiquant, comme le voudrait. Est-ce que c'est un rapport avec le regard qu'il pose sur les croyances animistes? Parce que pour Diop, l'arrivée de l'islam et de l'Église catholique en Afrique a brisé, justement, l'évolution de la pensée en Afrique. Donc, quand l'historien explique ce phénomène-là, voilà comment il explique, lui, au niveau spirituel, le retard de l'Afrique. L'Afrique est en retard parce qu'elle a rompu avec ses droits traditionnels. Voilà ce que dit Cheikh Anta Diop. Je ne sais pas si je réponds, c'est la vie. Pardon? Voilà. Maintenant, le conseil va peut-être plus réagir, on ne va pas faire une question. Alors, ça rejoint la question de notre ami sur la spiritualité. Maintenant, le lien de son combat est l'histoire africaine. C'est ça. Mais aujourd'hui, plus personne ici ne pose la question de savoir si l'Afrique a une histoire ou pas. Ce débat-là est passé. C'est fini. Dans les années 60, oui, c'était un débat grave à l'époque. Parce que pour justifier la colonisation française, britannique et autres, il fallait dire, il fallait légitimer la pratique coloniale par la supposée infériorité, barbarie, justement, des Africains. Alors, c'est ce que Cheikh Anta Diop a tenté de démonter, cet argument-là. Disons, ce continent a bel et bien une histoire. Donc, ce débat-là clôt l'Afrique a bel et bien une histoire. Mais quelle est la question qu'il faut se poser? Est-ce que Diop est enseigné dans nos universités ici? C'est ça le cas. À part Cocody, et là on peut s'applaudir. À part Cocody, il faut rendre à Cheikh Anta Diop ce qui est à Diop et rendre à Ramsès ce qui est à Ramsès. C'est lui qui initie l'enseignement diopien dans notre université. Là où Cheikh Anta Diop originaire du Sénégal n'est pas enseigné. J'y vais tout le temps. Il n'est pas enseigné à Dakar. Le seul quand il est décédé en 86, on a enseigné un phénomène de Cheikh Anta Mania à Dakar. L'université désormais porte son nom. L'IFAN,
où il a officié pendant 20 ans, porte désormais son nom. L'avenue qui passe par l'université est appelée avenue Cheikh Anta Diop, lycée Cheikh Anta Diop, clinique Cheikh Anta Diop, terrain de foot Cheikh Anta Diop, cabinet dentaire Cheikh Anta Diop, piste au Sénégal. Mais son combat a porté. Mais ce dont il s'agit, c'est notre capacité à nous approprier nos héritages intellectuels. Par exemple, en histoire, nous avons un découpage conventionnel de l'histoire. Nos étudiants savent très bien l'Antiquité qui part comment ça s'appelle, des origines à la chute d'Augustus Romulus en 476. Le Moyen-Âge, tout court de cette période-là, 1453, avec la chute de Constantinople prise par les Turcs ottomans, de cette période, 1689, Révolution française, temps moderne, époque contemporaine. Mais Théophile Obenga, Pierre Tibré, de Côte d'Ivoire, Abdullah Félix Bioko, du Bénin, ont proposé un découpage du temps historique pour l'Afrique. Mais ce n'est pas enseigné. Or, le temps conventionnel est frappé de disqualification parce que justement, au XVe siècle, au moment où l'Europe était dans ce qu'on appelle l'abîme civilisationnel avec le Moyen-Âge, autour de la féodalité, le fief, rapport des sujets d'invasion. C'était la violence et l'insécurité en Europe à cette période-là. En ce moment précis, en Afrique, nous avions l'élaboration d'entités politiques de haut niveau, comme l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali et le Songol. Dans l'Empire, dire ça n'est pas suffisant. Il faut aussi dire que la justice est administrée. Chaque vendredi, le Kaya Mandansissé, pas moi, mais je m'en le dis, sortait à cheval à Koumissa, sa capitale, et chaque habitant pouvait l'arrêter, lui expliquer ses problèmes. Il tranche. Dans l'Empire Songol, lorsqu'un citoyen du Songol, Gao Tamboutou, est frappé d'altérité par, comment il s'appelle, par le roi, quand le roi dit que tel citoyen est étranger à ma communauté parce qu'il a posé un acte grave, ce tombe-là, tout citoyen peut le mettre à mort sans conséquence. Mais quand le mise en cause arrive à pénétrer la maison du juge de la ville, le Kadi, quand il en ressort, on ne peut plus le toucher. La paix, c'est pas d'elle-même. Une unité diplomatique à Rabat. Donc, ce continent-là a une histoire. Et mais je vous assure qu'au bloc du Caire, mais ceux qui brocardent Diop ne sont pas les savants occidentaux. C'est Abdallah du Soudan qui dit non, l'Égypte n'est pas nègre. Sa proximité avec la Méditerranée fait qu'elle peut pas être totalement nègre. Voilà. Mais sans ces noms, les clans, Champollion de jeunes ont été des savants connexes qui ont dit non, effectivement, l'Égypte de Pharaon, dans son fond, est d'extraction nègre. Mais on ne peut pas nier justement qu'après, il y a eu des apports grecs, romains et autres. Et ça se comprend. Il n'y a pas de débat sur le thème. Alors commençons par dire à nos dirigeants, et comme l'a dit Cheikh Anta Diop, déjà je m'exprime depuis quelques heures, quelques minutes maintenant en français, Diop dit tout enseignement dans une langue étrangère est un avancement culturel. Et je prends un exemple. Et dit pour apprendre une technique agraire à un paysan Wolof, il faut d'abord lui apprendre à parler français pendant 3 ans. Quand il parle maintenant français, on lui enseigne la technique agraire. Or, ce même Sénégalais, paysan Wolof, quand on lui enseigne la technique agraire en Wolof, on fait un gain de 3 ans. Alors, est-ce que nous sommes encore prêts à réinventer notre système éducatif? Est-ce que nous sommes prêts à fonder le code africain sur des racines africaines? Ce débat-là, on peut le mener à d'autres occasions. Maintenant, dernière question. Lien, Diop, Renaissance. D'abord, Béki de France à Kata Diop. Je l'ai vu à Midran, en Afrique, en 98. Je l'ai publié cette conférence-là sur le titre Éloge de la rébellion. D'abord, Béki convoque les pyramides de Gizeh, de Corse, en Égypte. Il prend Diop, il calcule les cosinus et les sinus des côtes de la pyramide pour dire que Imhotep fut un savant. Enfin, Imhotep, c'est celui qui a construit les pyramides.
Imhotep est nègre, comme vous et moi, et c'est que Bekir le prend en son compte. Il dit non, pour que l'Afrique se développe, il faut que les arts africains soient pris en compte, il faut que l'univers des sens africains soit convoqué, il faut que les cathédrales des pensées africaines soient reconvoquées. Il cite Sundiata Keïta, il cite Chaka Zulu en Afrique centrale, il cite la reine des Atlants, Nanaya Assantewa, qui est la première à déclencher la guerre contre les Britanniques en 1900 dans l'État Ashanti. Et donc, c'est ce qu'on convoque justement pour ça. Donc là, il reprend et carrément une chèque en ta job. Voilà. Est-ce que j'avais cette première question? Ok, merci. Bon, je pense que cette seconde liste, certains aspects ont été pris en compte et on reviendra sur ce point-là. Deuxième liste, sur ton niveau, c'est vous qui choisissez, 5 personnes. Kofi Vincent. Kofi Vincent. Wallace Dewey. Docteur Asseux. Souci Roche. Méné Alain. Méné Alain. Bon, c'est fini, hein, c'est 5. C'est pas une mesdames, malheureusement. Nous avons 5 noms. M. Kofi Vincent, M. Kwame Sengwe, M. Dr. Asseux, M. Sosei et M. Alain. Oui. Bien, merci. Docteur Chikuna Sissé, vous l'avez dit, Cheikh Anta Diop était panafricaniste. Mais on a remarqué que son panafricanisme se limite essentiellement à l'Afrique noire. J'aimerais savoir ce qu'il reproche à l'Afrique blanche. Je pense-t-il que cette partie de l'Afrique n'est-elle pas historiquement, ou bien n'appartient-elle pas historiquement à l'Afrique? Merci, professeur Dr. Chikuna, pour cette opportunité que vous avez prise pour permettre au peuple ivoirien de pouvoir emporter ses connaissances sur son éminence, le professeur Cheikh Anta Diop. Donc, la question que j'aimerais savoir, au cours de votre exposé, vous avez présenté le professeur Cheikh Anta Diop comme un mondialiste, comme un universaliste. Or, quand on se rappelle toutes les persécutions, toutes les souffrances qu'il a subies dû à ce système occidental, quand on se rappelle que ce même professeur Cheikh Anta Diop disait dans Alerte sur les tropiques, on met compte pour nous le combat le plus violent même que celui qui a causé la disparition de plusieurs espèces. Alors, vous avez dit, Cheikh Anta Diop a marié une Française blanche parce qu'il était mondialiste. J'aimerais savoir, ne pensez-vous pas que ce professeur Cheikh a marié cette Française pour des raisons stratégiques plutôt que par souci, pour vouloir afficher, plutôt que par souci de vouloir afficher son universalisme? Merci. Docteur Asseux, il est ici devant. Docteur Chikuna, nous nous réjouir de ce moment jubilatoire dans lequel nous nous avons unis, comme l'a fait Cheikh Anta Diop en son temps. Alors pour moi, c'est une contribution. Par rapport à la question de la religion, Diop disait dans les premières pages de National Agriculture que la religion est une affaire personnelle. Elle est une affaire personnelle. Donc, dans ce sens-là, elle peut s'inscrire comme sédiment de l'expression du moi réflexif. Et par rapport à ce que l'on peut entreprendre dans le sens, n'est-ce pas, de l'agicométrie de l'homme noir, alors tout est parti. Et tout peut partir par là. Et nous en Afrique, disons, en Europe, l'Occident a ses figures historiques. L'Afrique aussi doit prendre un ancrage dans ses figures historiques. Et Diop même disait que tous les Grecs, la plupart des Grecs, ont fait le pas vers l'Égypte
pour apprendre. On parle aujourd'hui de théorème de Pythagore, de théorème de Thalès, sans dire que tous ceux-là ont appris tout ce qu'ils détiennent aujourd'hui et qui prennent le nom de théorème d'un tel grec et occident. Tout cela a été rejeté par la Grèce et par l'Égypte aussi. Voilà. Donc, il nous faut partir de l'androgénéité. Et tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est vraiment un plaisir que vous ressentez quand vous constatez que c'est au Centre culturel français que se tient aujourd'hui cette français sur Cheikh Anta Diop. Alors, je suis un produit de Cheikh Anta Diop à travers le professeur Bois qui m'a formé dans tout ce sens-là. J'ai fait une thèse sur Cheikh Anta Diop. Il a été le directeur de ma thèse. J'enseigne Cheikh Anta Diop, un métier que je suis voyou à ses côtés. Voilà, c'est mon maître. Merci. Merci. Je dois remercier le pouvoir de l'Institut français, le lecteur de l'Institut français qui nous invite. Cher ami Afrique, félicitations à toi. Je n'ai pas eu tort de t'encourager dans cette aventure. J'ai deux petites interventions. Une petite contribution, ensuite une question. Docteur Cissé Chitouna a parlé du thème de Cheikh Anta Diop et la Renaissance africaine. Je ne sais pas si j'ai pas entendu. Peut-être que je me suis trompé. Mais lorsqu'on fait référence à la Renaissance africaine, moi, je pense, à première vue, à cet article de Cheikh Anta Diop, qu'il a écrit à 25 ans, en 1948, qui est nommément intitulé « Quand pourra-t-on parler d'une, je crois, véritable Renaissance africaine ?» Cette question-là, cet article me vient en tête parce que aujourd'hui, nous sommes à la tête, nous sommes en train d'observer un certain paradoxe, une certaine ironie de l'histoire. Pendant que l'Afrique est vue comme l'avenir de l'humanité, en tout cas pour ceux qui en font des affaires, il y a une certaine immigration que les gens qualifient de clandestine et des jeunes africains qui meurent dans la Méditerranée. Et récemment, il y a eu un documentaire d'une chaîne française qui montrait que près de 80% des bénéfices de Bolloré étaient faits en Afrique. Pendant qu'on dit, ah oui, l'Afrique est perdue, l'Afrique ne va pas bien. Je le dis parce qu'en venant à cette conférence, j'avais en tête des questions de géostratégie africaine, d'économie africaine, comment l'Afrique aujourd'hui, et j'arrive à ma question, va essayer de se positionner stratégiquement sur l'échiquier international. Lorsqu'il y a eu la construction du siège de l'Union africaine par la Chine, bon, certains ont donné leur point de vue. On dit, ah oui, c'est une humiliation, pourquoi la Chine construit? Bon, ceux qui l'ont dit ne se soucient pas d'aller prendre de l'argent en Chine et d'aussi développer leur pays. La question que je pose au docteur Cissé, c'est de savoir, pendant qu'aujourd'hui, l'Union européenne et les États-Unis sont en train de négocier un grand marché transatlantique, comment l'Afrique aujourd'hui, pour sa renaissance, peut articuler ses alliances stratégiques? D'autres parlent de la Chine, d'autres parlent de la Russie, d'autres parlent de l'Amérique latine. Quel est votre point de vue en tant qu'historien? Je vous remercie. Merci, docteur Cissé. Moi, c'est plutôt une contribution. Et après, une petite question. Je suis doctorant à l'université de Cocody en histoire et j'aimerais aussi remercier le professeur Bois-Thierry Ramsès parce que il est quelqu'un qui effectivement encourage les jeunes Africains dans la pensée de Cheikh Anta Diop. Malheureusement, au département d'histoire, c'est pas visible, c'est pas possible parce que le professeur Alou Kwame René qui a seulement écrit un article sur Cheikh Anta Diop.
Effectivement, M. Cissé, je suis aujourd'hui heureux parce que, étant étudiant en histoire, aucun professeur qui est au département, en tout cas tous les professeurs du département, ne se lèvent pas pour écrire quelque chose sur Cheikh Anta Diop. Moi, ma thèse, effectivement, je travaille sur la similitude entre la royauté égyptienne et la royauté en pays Akan, pour aller dans le sens de Cheikh Anta Diop, montrer qu'il y a effectivement des similitudes dans la civilisation égyptienne et la civilisation en pays Akan. Il y a beaucoup de professeurs qui ne sont pas d'accord avec ce thème, mais j'ai été encouragé par le professeur Ramsès et aujourd'hui, je veux effectivement lui dire merci parce que mes écrits, mes réflexions commencent à porter et il y a beaucoup de professeurs qui se sentent intéressés. Aujourd'hui, je veux effectivement lui dire merci parce que mes écrits, mes réflexions commencent à porter et il y a beaucoup de professeurs qui se sentent intéressés maintenant par ce genre de sujet. Et je suis vraiment heureux d'être présent ici et vous féliciter aussi, docteur Cissé. J'aimerais simplement savoir sur la fausse scientificité, l'idée, parce que vous avez dit qu'il y a des divergences avec la pensée de Cheikh Anta Diop. J'aimerais avoir certaines précisions sur ce fait-là. Merci. Merci. Exceptionnellement, je laisse la parole à Bienvenue, bien voir. C'est plus un commentaire. Je vous dis merci au docteur pour votre exposé, pour ce regard panoramique sur le Cheikh Anta Diop. Je voulais simplement réagir par rapport à votre critique sur la force centriste aux États-Unis. Je ne sais pas si vous l'avez dit pour nous provoquer, pour vous y croyez. Je trouve ça quelque peu exagéré. Je ne serai pas d'accord avec votre lecture, parce que je crois qu'il y a deux courants dans la force centriste aux États-Unis. Il y a un courant ont repris les pensées de Cheikh Anta Diop, et ça, je le soutiens. Mais il y a un qui les a radicalisés, et puis l'autre qui est resté fidèle. Et la force centriste aux États-Unis est née dans le contexte nord-américain. Un contexte marqué par l'oppression, par l'histoire pathétique nord-américaine. Et donc pour eux, les thèses de Cheikh Anta Diop parlent d'eux. Et donc je ne crois pas, et je ne dirais pas cela, qu'ils ont fait dire à Cheikh Anta Diop des thèses qu'ils ne supportent pas. Bien au contraire, ils l'ont récupéré, mais c'est vrai qu'ils ont radicalisé pour les uns, pour parler de leur propre histoire, comment les Noirs aux États-Unis ont contribué à l'histoire aux États-Unis, et comment finalement, en expandant cela à travers le monde, le rôle que les Noirs ont joué. C'est plutôt dans ce sens-là, je vous proposerais que vous nuanciez plutôt votre lecture de la fonction aux États-Unis. Merci. Ok, alors docteur, vous avez maximum 15 minutes pour avoir fini à 7h20. Et puis, on va passer à autre chose. C'est suffisamment long pour répondre aux questions. Même c'est suffisamment long pour avoir d'autres questions avec la société. Alors, qu'est-ce qui reproche à l'Afrique blanche dans son patriotisme? Mais Cheikh Anta Diop, quand il se bat pour l'Égypte, le pharaon, l'Égypte, c'est l'Afrique au nord du Sahara. Mais son idéal en africain ne peut s'épanouir qu'à travers la connexion entre les deux rives du Sahara. Alors, il n'a pas une certaine, j'allais dire, il ne prend pas en grippe l'Afrique du Nord, nulle part dans ses écrits, on verra, Diop exclut le nord de l'Afrique du sud de l'Afrique. Mais souvent, même nous on le fait souvent, l'inconscient, quand on parle d'Afrique, on est toujours tenté de la limiter au sud du Sahara. Ça, c'est beaucoup plus. Maintenant, son mariage, est-ce que c'est stratégique ou réel? Alors, ça, c'est une question à plus bizarre. Comment vous voulez que je parle des questions? Mais ce qui est sûr,
c'est Amadiaté qui me disait à Dakar, il dit que, si j'ai bien remarqué, toutes les têtes pensantes au Sénégal ont tous marié des blanches. Ablaye Wade, sa femme est blanche. Senghor, sa femme est blanche. Cheikh Anta Diop, pareil. Et il me dit comme ça, tu vois. Il dit parce que les femmes européennes sont plus aptes pour comprendre le combat que mènent les Noirs pour leur liberté que les Africaines qui en sont à réclamer la cocotte haute. C'est ce que disait Amadien. Bon oui, c'est un provocateur Amadien. Mais je ne crois pas à ça. Diop n'est pas... je n'ai pas connu... je l'ai connu après ses œuvres, mais je n'ai pas vu qu'avec sa femme, ça marchait bien. Voilà, pour être un peu... pour être dans le... Vous nuancez mon propos comme l'a demandé notre ami. Mais ce qui fâche et qui ne plaît pas aux gens, c'est que sa femme l'a abandonné après. Il avait des moments difficiles à Dakar. Il vivait dans une précarité sans nom. Alors, j'ai eu le privilège de rencontrer, je pense que j'étais au départ, son médecin personnel. Quand il faisait mes recherches sur lui à Dakar, il m'a dit que quand son salaire arrive, il le respecte au village. Et après l'année, il me dit, à lui de voir pour dire, écoute, j'en parle au chauffeur, il n'y a pas à manger, tout l'argent est parti au village. Alors, dans ces conditions-là, sa femme est partie avec des enfants en France, il est resté à Dakar, et il est mort seul à son domicile. Voilà. La famille est venue après pour les funérailles, mais je pense que le vrai homme qu'il a été ne pouvait pas se marier pour des questions stratégiques. Sa femme était géographe, géographie, histoire, sciences voisines, donc on connaît bien mon groupe, celui de mon égard. Alors, maintenant, géopolitique africaine. Donc, on parle de ceci. Alors, moi, je suis sourire, je ne suis pas politologue. Ensuite, l'article que vous évoquez, quand pourra-t-on parler de l'essence africaine, c'est à l'Est république que ça a été publié en 1948. Alors, mais dans quel cas on ne peut pas faire sa biographie, c'est des centaines d'articles, c'est des ouvrages, il y en a 10 que je n'ai pas cités. Voilà, maintenant, les questions géopolitiques, comment l'Afrique se positionne par rapport à la Chine, je pense qu'il y a plus compétent que moi pour en parler, mais ce qui est clair, que Cheikh Anta Diop a toujours défendu, c'est que l'Afrique doit se tenir à équidistance des grandes forces étrangères. Il croyait en une Afrique unie. Dans cette unité-là, l'Afrique serait capable de relever les défis auxquels elle est confrontée. C'était ça son combat. Maintenant, dans ses œuvres, il parle de la Chine qui manque en puissance, mais il les prend comme exemple en fait. Regardez la Chine, comment elle se développe. Regardez l'Amérique, comment elle se développe. Mais il n'a pas pensé l'Afrique comme devant être forcément connecté à des puissances étrangères pour pouvoir s'en sortir. Maintenant, notre ami Béné parle du département d'histoire à Lou, sur l'Égypte. Bon, il y a un enseignement d'égyptologie, c'est notre département. Mais c'est vrai que dans l'université, celui qui porte le combat diopien, c'est comme ça. Ça, je veux dire, c'est être honnête, honnêtement. Il y a ce qu'il y a rien à dire. Mais je vais dire à notre ami Béné que moi, mon mémoire de maîtrise d'histoire a été consacré à Cheikh Anta Diop. Ça s'intitule L'apport de Cheikh Anta Diop à l'historiographie africaine. J'ai soutenu en 1999. C'est mon mémoire de maîtrise sur Cheikh Anta Diop. Voilà. Mais ce qui nous manque à l'université, et j'en parlais avec le professeur Bois il n'y a pas longtemps, c'est que nous ne sommes pas encore arrivés à créer ce que Pierre Bourdieu appelle le collectif intellectuel. Ce qui nous manque. C'est-à-dire pouvoir nous retrouver entre gens qui pensons l'Afrique de la même façon. Pouvoir nous retrouver
et mettre en place des synergies pour que dans notre université puisse éclore une école ivoirienne de pensée. Et il serait possible. Dans une telle école, l'œuvre de Diop aura sa place parce qu'elle sera convoquée aussi bien par les mathématiciens, par les anthropologues, par les sociologues, par les historiens et par les physiciens. Je rappelle qu'en 82, à Dakar, les Sénégalais l'ont soumis à un exercice durant une semaine. Alors, chaque jour, les spécialistes de discipline l'interrogent sur son œuvre. Alors, le lundi, ce sont les physiciens qui l'ont interrogé sur son œuvre. Le mardi, les philosophes l'ont convoqué sur son œuvre philosophique. Le mercredi, les philosophes, les historiens l'ont interrogé sur les attendus épistémologiques de son combat pour l'Afrique, jusqu'au vendredi. Le vendredi, il termine la première séance et il dit une crise. C'était la première crise. J'oubliais la première crise de Diop, que chacun a appliqué au cours de sa vie. La seconde, c'est Yaoundé, la première, c'est la dernière, et lui a été fatal. Ce travail, il faut le faire, mes chers amis. Et maintenant, sur votre thématique, quand le professeur Tébélé vous encourage, il a raison. Parce que ces genre de travaux ne sont pas. C'est pas nouveau. Je sais que les idéologues camerounais, Pierre Oumtigi, vous connaissez, Oumtigi a fait un travail sur l'Égypte ancien et les passages du Cameroun. Les passages du Cameroun. Pierre Oumtigi. Et Moussa Lam, Aboubakri, sénégalais, a fait la même chose sur les relations génétiques entre l'Égypte des pharaons et les peuples du Sénégal. Et il y a un Gabonais, Grégoire Diogo, aussi, qui a fait la même chose, les relations entre les pharaons d'Égypte et puis, justement, les fonds du Gabon. Et Diop, dans son travail, parle de la Côte d'Ivoire. Il prend des exemples très précis. Il dit, mais le terme Amon veut dire en Égypte pharaonique, Dieu. Amon-Ré, le Dieu soleil. Et il dit, chez les Akans de Côte d'Ivoire, on parle de Nana, Amon, Amon Doufouka, etc. Donc il dit, il y a une piste qu'il faut creuser pour voir des similitudes possibles entre les Akans et puis comment ça s'appelle, les pharaons d'Égypte. Alors ce travail, il faut le faire. Je vous y encourage, mais notre bien-aimé, on a petit, vous avez pensé déjà sur la thématique. Alors il a vu que les Akans viennent d'Égypte. Non, c'est pas sûr. Voilà, donc il faut creuser. Moi, je vous encourage, même si je ne suis pas égyptologue. Maintenant, sur l'afro-centricité, le contexte de sa naissance aux États-Unis est connu. C'est la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Ce n'est pas un hasard si en 1985, Diop a été invité, comment ça s'appelle, à Atlanta, par le maire d'Atlanta, Andrew Young, et qui lui a décerné une médaille. Et chaque 4 avril désormais à Atlanta est dit Cheikh Anta Diop Day. Donc, que les Africains, et même les noms, Molevi était à santé, ce n'est pas son débatteur, c'est un nom d'emprunt. Il a donc voulu se réafricaniser. Contrairement à Anthony Abia, qui lui aussi veut se réafricaniser, mais qui se démarque justement de Molevi était à santé en pensant qu'effectivement, il est trop radical dans sa perception de l'Afrique dans le monde. Je suis d'accord avec vous qu'il y a deux courants qui se posent. Voilà. Mais je parle du courant radical. C'est-à-dire qu'il considère qu'au-delà de la caution morale de Cheikh Anta Diop, parce que, et puis, on connaît bien ce principe général de la critique historique, les hommes ont besoin d'ancêtres quand le présent fait mal. Alors, dans le contexte africain, américain, j'allais dire, où on vous ravale avec avoir plus simple expression, où on fait comprendre que vous n'avez pas de pyramide, vous n'avez rien construit, récupérer Diop est tout à fait légitime et stratégique. Et Molevi, qui était à santé, a publié quantité d'ouvrages sur l'Afrique, sur l'afrocentricité. J'appelle très bien qu'en 2009, nous avons été invités à Dakar
par le président Abdoulaye Wade, qui a voulu s'oscariser comme étant panafricain. Il a eu le culot et l'audace d'aller le toupet, de faire du banderole des panafricanistes. À droite, il y a Kwame Nkrumah. À gauche, il y a Cheikh Anta Diop. À l'extrême, il y a Amilcar Cabral, François Hollande, et lui-même Abdoulaye Wade, il est au milieu. Et puis sa photo est plus grosse que toutes les autres. Alors il nous a invités à Dakar pour qu'on apporte notre caution au processus de sacralisation de sa trajectoire. Donc on a bien compris le piège. On n'est pas tombé dedans. Et voilà. Ça c'est. Justement, ce que je voulais dire, c'est que quelqu'un s'en est pris à quitter l'Assemblée dans l'amphithéâtre. Et ça soulevait la colère de Cheikh Tidiane Gadio, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères du Sénégal, qui a dit mais on ne parle pas de monarchie qui quand on ne le connaît pas. Que c'est un très grand Africain, au contraire, c'est un débat qui est en cours. Mais ce que je reproche un peu à l'école radicale de la centricité, c'est de remplacer une centricité par une autre. Diop a combattu le repos-centrisme. Donc il serait malvenu pour nous Africains de substituer à l'eurocentrisme l'afrocentrisme. Voilà. Alors sa pensée voulait simplement nous inviter à plus de tolérance dans le monde. Ça fait que Diop est intéressant. C'est-à-dire qu'il ne revendique pas la place de l'Afrique dans le monde pour un orgueil personnel. Il dit non, il faut que l'Europe comprenne qu'elle ne se fera pas sans l'Afrique. Et que l'Afrique a été présente dans l'histoire du monde, qu'elle a été le continent qui a abrité le genre humain, qu'elle a été capable de construire des pyramides, c'est-à-dire de faire des calculs mathématiques, qu'elle a produit des cathédrales de pensée, que ce continent a un univers de sens, une spiritualité qui doit être reconnue, et que donc, par conséquence, par voie de conséquence, les théories racistes de Gobineau et de Hegel ne sont plus opératoires pour lire l'Afrique. Ce n'est que des lectures qui sont faux, qui ne sont pas vraies. Et dans ce cas, Diop réalise ce qu'on appelle une révolution copernicienne. Comme dit Kizerbo, cette révolution copernicienne réordonne l'imago mundi, c'est-à-dire l'image du monde pour l'Afrique à sa place. Que ce secrétaire soit récupéré par les Africains américains est tout à fait légitime. Mais sa radicalisation, qui fait tout venir de l'Afrique, l'hypervisionnisme culturel ne me paraît pas de bon endroit si on veut effectivement arriver à une pensée œcuménique qui gouverne le monde et qui nous place à équidistance des extrémistes que nous avons, qui ont frappé à Saint-Étienne hier, qui ont frappé à Nice avant-hier, mais qui ont frappé aussi Madame Fatouri, qui ont frappé aussi Béni, au nord du Nigeria, au nord du Congo, qui ont frappé Bassam, Bamako, Dakar. Alors pour nous autres, il n'y a pas de possibilité que de rompre avec l'hégémonie de la domination. Voilà. Donc il faudrait qu'on se lève tous, qu'on se dresse tous contre tous les extrémismes. Concevoir l'humanité comme une et indivisible, où chaque peuple, chaque continent a apporté sa pierre à l'édifice. Voilà ce qu'il faut dire de fondamental dans le chaque attention. Voilà, donc quand j'ai une telle lecture, je ne vais pas être d'accord avec la branche radicale des afrocentristes. Voilà. Je pense que c'est. Professeur, je termine. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, c'est lui qui décide. Bon, en tout cas, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ok, merci. On savait que c'était la dernière liste. Avec M. Anta Diop, on peut rester jusqu'à 19h. On ne se lasse pas de parler. Je voudrais remercier, comment vous appelez, les amis, le club des lecteurs, excusez-moi, dont M. Sosséli a été l'un des présidents, je ne sais pas si c'est le premier. Ah, c'est plutôt Serap. Ah, je pensais que c'était ici. Oh, oui, ok, excuse-moi. Je voudrais vous remercier. Remercier je ne sais pas si c'est pas le centre culturel, l'Institut français de Côte d'Ivoire de nous avoir invité.
Je ne sais pas, j'ai l'habitude de venir ici, mais c'est la première fois pour moi de voir comment un tel assistant. Nous voyons que les chefs n'ont pas suffi, il a fallu aller encore ailleurs. D'abord le terme est porteur, et puis le conférencier également a su nous intéresser. Je vous remercie. Il n'y a pas de cas, on a plutôt la parole. Donc, vous répondez avant la conclusion.